Merci Sonia, et je voudrais également remercier Céline Martini pour son invitation, mon cher ami. Merci de me donner l'occasion de présenter ce que peut apporter la philosophie de la biologie et de la médecine dans ces circonstances. Alors ma première présentation concerne la philosophie de la biologie, mais je vais essayer de donner une perspective philosophique des virus en général. Et le terme virus est utilisé pour la première fois au XVe siècle pour décrire un agent contaminant, matériel, invisible, se référant au poison, et ce n'est qu'à la fin du XIXe siècle et par des processus cumulatifs, passant par la découverte de la mosaïque du tabac, que la découverte d'une nouvelle classe de pathogènes a signé la naissance de la virologie. La philosophie n'a commencé à s'intéresser spécifiquement aux virus qu'à partir des années 2000, et les questions philosophiques soulevées par les virus peuvent correspondre à des thèmes classiques de philosophie de la biologie ou de la philosophie générale, mais les virus soulèvent des questionnements spécifiques qui peuvent être classés en deux catégories. Alors la première catégorie concerne l'identité du virus, donc qu'est-ce qu'un virus? Et ce thème renvoie à comment définir un virus, quand et où commence un virus, et qu'est-ce qu'une espèce virale? La seconde catégorie concerne la place des virus dans le monde biologique. Cette catégorie renvoie à ce que les virus, est-ce que les virus sont vivants? Est-ce que le virus est un organisme? Et quel est le rôle biologique des virus? En raison du contexte épidémique, je me restreindrai aujourd'hui à une présentation écologique du virus en insistant sur la relation du virus avec les autres organismes vivants. Je commencerai donc par montrer que c'est une relation qui remonte aux origines de la vie sur Terre. Je continuerai en présentant la nature particulière du virus, ce qui fait de lui un processus plus qu'une entité figée, et ce qui me permettra de présenter la relation et le rapport du virus avec les autres membres de la biosphère. Je conclurai par l'importance d'une approche écologique et globale de l'humain en médecine et particulièrement par temps d'épidémie. Alors, les virus constituent probablement les entités biologiques les plus abondantes du monde vivant. Les estimations en donnent un nombre supérieur à la combinaison de toutes les formes de vie cellulaire. Leur présence remonterait à l'origine de la vie sur Terre, comme le laissent supposer les découvertes métagénomiques, et la présence de particules virales homologues chez tous les domaines du vivant témoigne d'un lien évolutionnaire probable et de la possibilité d'une infection précoce par un ancêtre viral avant la divergence des domaines cellulaires, donc un ancêtre viral qui aurait infecté Lucas, le dernier ancêtre universel commun. Deux grandes controverses concernent l'origine des virus. Trois hypothèses s'opposent. Une première hypothèse de régression évolutive où les virus seraient apparus par un processus de dégénération parasitique et seraient descendants de bactéries parasitiques. Une seconde hypothèse est une hypothèse d'échappement. Les virus auraient pour origine des composants cellulaires qui se seraient en partie autonomisés. Ces ensembles de gènes isolés des génomes cellulaires des premiers stades de l'évolution ont continué à faire évoluer et développer de manière continue le monde viral. La troisième hypothèse part du fait que l'hypothèse de l'ancien monde viral implique une origine primordiale des stratégies de réplication et d'expression virale, et donc un stade précellulaire d'évolution peut être envisagé comme un pool de petits éléments génétiques, virus-like, à partir desquels toutes les stratégies génomiques ont par la suite évolué, et la séparation entre virus et cellules serait issue de l'accumulation progressive d'éléments d'ADN dans de grosses molécules. Alors, Forster, un philosophe de la biologie, estime que les virus ne peuvent pas être apparus avant que les cellules possèdent des ribosomes pour traduire l'acide nucléique en protéines complexes comme pour la capside. Et donc, il propose une quatrième option qui est une hypothèse d'échappement ancien avant les cellules à ADN et donc à partir de gènes cellulaires ARN issus d'un monde ARN primordial et qui se seraient autonomisés.
il prend le parti de définir les virus comme des organismes codants pour les virions, et cela exclut les entités qui peuvent se répliquer sans produire les capsides comme les plasmides et les transposons. Ce qui est important à relever, cependant, dans ces différentes origines possibles des virus sur Terre, c'est le point de discordance. Ce point de discordance concerne la nature du virus. Cette nature est également un sujet de débat, et en voici un aperçu. Alors, le virus existe sous différentes formes et différents états, extracellulaires, intracellulaires, virions, éléments génétiques, actifs, négatifs. La forme, pardon, j'ai un souci, voilà. La forme intracellulaire a été souvent exclue des définitions traditionnelles en raison de la dispersion des éléments viraux dans la cellule infectée, et le virus a été longtemps assimilé à son état de stabilité qui est le virion. Et on parle du paradigme virus-virion. Or, limiter le virus à une forme ou à une de ses composantes est réducteur pour ce que le virus est. Pour Forter, encore lui, le fait de confondre le virus avec le virion sous-estime le potentiel créatif viral, parce que les virus sont un réservoir génétique de biodiversité et permettent une opportunité illimitée d'une émergence et d'une sélection de nouveaux traits codés par les génomes viraux. Il a été également assimilé à son génome et classé en fonction de la nature de son génome. Donc, on a les virus à ADN, les virus à ARN. Et là, on parle du dogme des virus comme particules virales. Et donc, pour Forter, le virus ne peut être réduit à son acide nucléique puisque les virus à ADN réalisent la transcription qui produit l'ARN messager viral, et cet ARN messager viral appartient au virus. Par conséquent, tous les virus à ADN possèdent véritablement les deux types d'acides nucléiques. Donc, Forter passe plus loin et propose le concept de virocelle ou de cellule virale et confère au virus un statut cellulaire au moins égal à celui des cellules traditionnelles. Et la phase intracellulaire du cycle viral fait de la cellule infectée une cellule virale, et toute la physiologie et le métabolisme cellulaire sont contrôlés par le génome viral pour la production de virions, et donc la cellule infectée est assimilée à une usine virale, et ce concept permet à terme de définir les virus comme des organismes vivants. Alors, Dupré va plus loin et avec Güttinger, il estime que les virus sont des processus. Les virus passent par des séquences d'états spécifiques et intriqués qui doivent être considérés comme des séries continues et répétées de cycles. La stabilité de certains états, comme le virion, est une stabilité qui est juste temporaire, qui ne peut résumer ce qu'est un virus. La stabilité et l'inactivité du virion laisse penser que les virus ne sont pas vivants, mais le virion est juste un état. Et lorsque le virion s'attache à un hôte cellulaire, il initie des événements qui permettent le piratage de la machinerie cellulaire, en particulier la transcription, la translation pour copier l'acide nucléique viral et produire des protéines virales. Ensuite, le virion s'assemble, il est libéré et les cycles continuent. Alors, bien que le génome viral soit une constante à tous ces états, Dupré et Güttinger ne le considèrent pas comme une essence virale parce que les cas d'insertion de matériel génétique viral dans le génome de l'hôte posent des problèmes d'appartenance. C'est le cas des épisomes de certains virus, comme l'herpès, à l'état latent dans les cellules de l'hôte. Alors, comment considérer l'ADN viral devenu circulaire et captif du chromosome de l'hôte? Est-ce encore une entité distincte ou fait-elle partie du génome de l'hôte? La question se pose également pour les rétrovirus, comme le HIV, dont l'ARN, après rétroversion en ADN, est inséré dans le génome de l'hôte. Est-ce toujours une entité distincte ou est-ce une addition au génome de l'hôte? La même question se pose également pour des fractions endorétrovirales du génome qui assurent des fonctions vitales. À partir de quand un endorétrovirus cesse d'être virus et devient une partie du génome de l'hôte? Alors, Dupré en conclut que définir un virus par autre chose que son cycle est voué à l'échec. Un épisome ou un virion est toujours moins
qu'un virus actuel. C'est juste une partie de ce qui fait le virus. Pour Dupré, être viral, ce n'est pas d'avoir des propriétés intrinsèques, mais c'est de faire des choses caractéristiques du virus. Ce qui compte, ce sont les activités réalisées durant le cycle viral. Le virus doit être considéré comme un processus et dans une vie processuelle et interconnectée, le virus est un processus porteur d'un rôle fonctionnel essentiel pour les processus avec lesquels il interagit. Le processus viral, en se mélangeant aux autres processus, contribue à toute une variété de résultats. Ce qui nous amène à la section suivante et qui concerne les relations des virus avec les membres de la biosphère. Alors, jusqu'à l'avènement de la métagénomique, les virus ont été essentiellement considérés comme des pathogènes nuisibles contre lesquels les organismes en général et l'humanité en particulier doivent se prémunir. Aujourd'hui, les organismes multicellulaires, après la métagénomique, etc., ne sont plus considérés comme un organisme dérivant d'une même lignée cellulaire, mais ils sont considérés comme des holobiontes comportant un organisme hôte et un microbiote comportant des communautés bactériennes, des archées, des eucaryotes et des virus. Et le virobiote est le composant viral du microbiote. Il est estimé à 10 fois le nombre de cellules. Il correspond au virus des eucaryotes et des prokaryotes. Cette présence massive de virus chez l'hôte laisse entendre que les virus ne sont pas tous forcément pathogènes ou dangereux. Le plus souvent, comme pour toute symbiose, il s'agit d'un continuum sur lequel la relation varie de la pathogénie au mutualisme en fonction du contexte. Et je ne ferai qu'une présentation sommaire du virus pathogène, puisqu'il a été traité sous toutes les coutures lors de ce colloque, mais je m'attarderai un peu plus sur la coévolution des virus et de leur organisme hôte, une coévolution qui aboutit dans de nombreux cas à une symbiose mutualiste. Alors, je dirais quand même un petit mot des virus pathogènes. Les virus ont d'abord été identifiés par le rôle pathogène en tant qu'agent de contagion et les préjudices peuvent être par pathogénie dans le sens de provoquer des pathologies en provoquant des lésions cellulaires ou tissulaires directement par le virus même ou par la réaction inflammatoire du système immunitaire. Outre la pathogénie, les virus peuvent être préjudiciables à l'hôte en réduisant sa fitness par la réduction de sa fertilité ou par la manipulation de son comportement. Bon, je passerai sur ces exemples non exhaustifs en fait des virus qu'a connu l'humanité. Et comme je passe à la coévolution, et comme je l'ai dit plus haut, il s'agit d'un continuum entre deux extrêmes, pathogénie et mutualisme. Le virus a juste besoin d'une cellule dont il va pirater la machinerie pour se répliquer et produire de nouvelles copies qui iront infecter d'autres cellules. Le problème d'un piratage agressif est de tuer la cellule productrice de virions et de perdre la niche. Les deux adversaires disparaissent. Alors, l'hypothèse du compromis stipule que le pathogène doit trouver un équilibre entre le mode de transmission, le niveau de virulence et le coût de la résistance. À terme, un équilibre est obtenu avec une certaine innocuité virale, réduisant la virulence et assurant une certaine résistance de l'hôte. Alors, la coévolution a souvent été décrite comme une course à l'armement et l'histoire de la vie est réduite à une coévolution de gènes égoïstes. Dans cette course à l'armement, les organismes cellulaires, d'abord, ont développé des moyens de défense contre l'invasion de matériel génétique. Et la plupart des organismes possèdent une immunité innée. Certains la complètent par une immunité adaptative et d'autres par une mort cellulaire programmée. Les deux derniers sont considérés comme spécifiques de la cellule eucaryote. Sauf que la découverte des CRISPR témoignant d'une immunité adaptative héritable chez les prokaryotes a transformé tout le concept de la nature de l'évolution de la défense antivirale. Finalement, toutes ces défenses appartiennent à toutes les formes de vie cellulaire et elles ont probablement émergé au premier stade de l'évolution. Et il est d'ailleurs très probable que les trois systèmes de défense soient interconnectés et interagissent pour prendre des décisions contrôlées et programmées. De l'autre côté, comme c'est une course à l'armement, de l'autre côté, la réponse virale est une contre-défense sous forme de mutation
rapide pour contrer les mécanismes immunitaires et prévenir la mort cellulaire. Mais certains bactériophages incorporent même les systèmes CRISPR pour les utiliser contre d'autres îlots de défense antiphage. Et d'autres virus encodent des fonctions de protéines sécuritaires pour contrer la mort cellulaire programmée. Cette course concerne également les virus et leurs virophages, des virus de virus. Progressivement, l'évolution des mécanismes antiviraux est à l'origine de l'emploi de gènes pour de nouvelles fonctions cellulaires et pour contrôler l'expression d'autres gènes, et une relation mutualiste avec des bénéfices réciproques s'instaure. Alors, les virus mutualistes augmentent la fitness de l'hôte. L'organisme hôte pourvoit une niche qui permet au virus de se répliquer et bénéficie de la présence virale pour certaines fonctions. Les virus mutualistes sont des virus qui peuvent avoir un effet sur le développement de l'hôte ou de l'espèce. Les espèces sont influencées par des associations anciennes. C'est le cas de la placentation des mammifères. Un endorétrovirus incorporé dans les cellules souches code pour la fusion des membranes cellulaires et permet le développement du syncytium placentaire. L'augmentation de la fitness peut résulter d'un effet sur la protection. Le génome des guêpes parasitoïdes comprend des éléments de génome viral, le plus souvent un brachovirus ou un ichnovirus, ce qui permet aux œufs de la guêpe de se développer en contrant le système immunitaire de la larve parasitée. L'augmentation de la fitness peut se faire également par la promotion de la résistance et ou de l'invasion, et ceci concerne surtout des bactériophages lysogéniques. La lysogénie est une stratégie des phages pour maintenir leur infection dans la bactérie. C'est un état symbiotique stable. Le virus incorpore son matériel génétique dans le génome de la bactérie infectée sans la tuer. Il profite de la machinerie cellulaire pour exprimer ses propres gènes. Il peut être transmis à la descendance de la bactérie par simple duplication du génome bactérien. Cette association est bénéfique pour les deux partenaires. Cette stratégie a par la suite évolué, conférant à la bactérie certains avantages encodés par les phages, comme la virulence et la résistance à la prédation. Dans certaines symbioses multiples, la bactérie infectée par un phage se maintient comme symbionte chez son hôte en résistant à la prédation et en participant à la protection de l'hôte contre d'éventuels pathogènes. C'est le cas du bactériophage associé à la bactérie Wolbachia et qui protège la symbiose Wolbachia avec la punaise contre les parasites communs. Dans d'autres cas, la coopération avec les phages permet aux bactéries d'établir et maintenir leur domination sur certaines niches par rapport à d'autres lignées bactériennes de fonctions métaboliques similaires. Alors, l'immunité antivirale est un autre aspect de la coévolution entre l'hôte et son virus. Elle est authentifiée par les CRISPR. Alors, sous le nom complexe des courtes répétitions palindromiques groupées régulièrement espacées, on retrouve un mécanisme antiviral retrouvé chez les archées et les bactéries. Ce sont des séquences génomiques de virus prédateurs dans le génome de l'hôte, lui conférant une sorte d'immunité. Alors, chez les eucaryotes, l'hérédité épigénétique serait le résultat de l'évolution de systèmes de défense antivirale existants chez des ancêtres prokaryotes. Le mécanisme de mort cellulaire programmé, essentiel pour le développement des organismes aussi bien végétaux qu'animaux, serait à l'origine une stratégie de défense antivirus. Alors j'aborde le virobiote humain, qui est complexe et très divers. Il est particulièrement présent dans les tissus en contact avec l'environnement. Ce virobiote comporte des virus connus pour faire partie du virobiote humain naturel, mais il comporte également des bactériophages qui sont le reflet du microbiote bactérien, et plus surprenant, des virus animaliers et végétaux, probablement en rapport avec une alimentation contaminée. L'intégration de certains virus dans le microbiote peut conduire à terme à une intégration des séquences virales fossiles dans le génome humain, comme c'est le cas pour la placentation. Et il est également probable que des papillomavirus résidents cutanés soient à l'origine d'une différenciation des kératinocytes et soient impliqués dans les processus de cicatrisation cutanée.
Il est également possible que les communautés virales interagissent et s'autorégulent de manière à annuler les éventuels effets délétères de part et d'autre. Et certains virus, par un certain degré d'activation immunitaire qu'ils déclenchent, auraient en plus un effet protecteur contre certains pathogènes. Ce qui m'amène à une perspective écologique des mondes connectés. Les domaines du vivant sont connectés et les virus interviennent et interfèrent à tous les niveaux. Les virus régulent la croissance des populations bactériennes. Les bactéries doivent en même temps s'adapter aux ressources et entrer en compétition avec d'autres populations bactériennes, tout en trouvant des moyens pour se prémunir et se défendre de l'infection par les bactériophages. Alors, dans les états de santé et de biose, le microbiote est un élément important dans la protection de l'organisme hôte contre les invasions externes. Mais dans certains états de stress, les facteurs de stress occasionnent une dysbiose, un déséquilibre du microbiote qui peut favoriser des surinfections par réduction de la diversité des populations microbiennes. Et l'effet tampon de certaines bactéries est éliminé et de nouvelles communautés tirent avantage et prolifèrent. Alors, lors d'une infection virale, le virus peut potentialiser l'agressivité ou la pathogénie bactérienne en permettant une meilleure adhésion et une invasion facilitée par effraction de la membrane cellulaire. Le virus de la grippe, par exemple, agirait par l'altération de la barrière épithéliale et la modification des jonctions intercellulaires, ce qui facilite l'invasion bactérienne. Par ailleurs, les lésions tissulaires occasionnées par l'infection virale sont l'occasion pour une disponibilité plus importante de nutriments dans le milieu, ce qui favorise la croissance bactérienne. Alors, des mucines riches en acides aminés et un fer rendu disponible par une dysrégulation immunitaire sont des éléments de prédilection pour l'anabolisme bactérien et en particulier de certaines lignées pathogènes. L'infection virale perturbe également l'immunité innée et augmente la susceptibilité aux surinfections bactériennes. L'activation immunitaire inflammatoire provoque des lésions tissulaires et favorise encore plus l'invasion par des populations résistantes. Donc, un virus dont la virulence dans un milieu neutre ou in vitro est modérée peut, dans certaines circonstances, et en présence d'autres microbes, potentialiser ces effets et les effets des autres germes. Et une infection, quelle qu'elle soit, ne survient jamais dans un organisme isolé. Tout est relié. L'état de l'organisme, ses antécédents, les différentes populations bactériennes qui le composent, son microbiote en général. Un holobionte est un équilibre fragile et instable en constante reconstruction. Alors, au cours d'une infection, l'équilibre est rompu. L'organisme affronte l'agent pathogène, mais également les populations émergentes du déséquilibre symbiotique. Le système immunitaire qui, dans des états de santé, régule les différentes relations, risque le débordement. La conséquence est une suractivation immunitaire inflammatoire, produisant des lésions tissulaires aussi, sinon plus dommageables que l'infection initiale. L'humain est un holobionte fait de communautés différentes, entretenant des relations faites de compromis. La relation symbiotique est un continuum entre pathogénie et mutualisme. L'équilibre mutualiste nécessite des ajustements continus et une régulation fine par le système immunitaire. L'équilibre est fragile et une infection virale, même à virus gentil, entre guillemets, peu virulent, peut occasionner des lésions sévères. Alors, je conclurai en rappelant que les virus sont des entités biologiques ubiquitaires. Ce sont des éléments importants de l'évolution de la vie sur Terre. L'humain est un holobionte, c'est un organisme hôte avec son microbiote. Le virus existe à tous les niveaux de l'holobionte et l'humain est un écosystème dans un écosystème. Alors, en médecine, il faudrait considérer l'infection comme une destruction d'un équilibre fragile. La virulence virale correspond à la nature du virus et également à toutes ses interactions. La défense immunitaire n'est pas uniquement antivirale. L'écosystème, si on considère l'écosystème, l'humain est le principal agent de déséquilibre et de destruction. Et la gravité d'une épidémie dépend du pathogène, mais également de l'organisme et de l'environnement. Je vous remercie.